Un des problèmes de la maladie d'Alzheimer, c'est que les patients que nous suivons, nous ne pouvons savoir au jour d'aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas trouvé un test diagnostique précis, nous ne pouvons pas savoir avec certitude leur maladie, à moins de faire une autopsie en post-mortem. Ce qui fait que beaucoup de suivis ne peuvent être validés qu'après coup, et les patients sont suivis parfois très correctement, à d'autres moments avec des dossiers qui sont très insuffisants. Donc l'idée était de rassembler 6 centres de recherche en France, de leur proposer tous d'entrer dans cette cohorte, de sélectionner des patients, de proposer à ces mêmes patients d'être suivis de manière standardisée et très poussée, et demander à ces mêmes patients de nous faire don de leur cerveau après leur décès. Donc nous avons commencé cette cohorte en 2004. Le début a été évidemment un peu compliqué parce qu'il y a plein de problèmes réglementaires. Il faut mettre en ordre 6 centres de recherche, c'est loin d'être simple. Et puis petit à petit, les choses se sont installées. Et vous voyez, la courbe que j'ai à vous présenter montre qu'effectivement en 2006, nous n'avions que 16 recrutés, qu'en 2007, 43, en 2008, 138 et en 2009, en juin 2009, 193. À terme, nous pensons, compte tenu de cette évolution, arriver à 300 inclusions en 2010. Notre projet de l'IFRAD va être de soutenir l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, l'I2MA, qui sera dirigé par Bruno Dubois. C'est un projet qui a une haute valeur ajoutée en termes à la fois cliniques pour les patients et scientifiques pour la recherche clinique. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer les malades jeunes, soit que la maladie débute plus tôt, soit que cette phase de compensation est plus courte, si bien que vous avez ici un délai de plusieurs décades, peut-être 20, 30, 40 ans, et peut-être que ce délai peut se raccourcir parce qu'il y a des facteurs spécifiques qui vont faire que la maladie va apparaître plus tôt, ce qui veut dire qu'elle n'est pas plus fréquente, mais simplement son apparition va être plus précoce. Mais nous ne savons pas précisément combien il y a de patients jeunes atteints de cette maladie. Pourquoi ? Parce que le diagnostic est souvent tardif, car il y a une errance diagnostique, et c'est assez facile à comprendre. Les médecins et les familles ne peuvent pas imaginer que cette maladie puisse toucher quelqu'un de 30, 40 ou 50 ans. Le résultat, c'est qu'on les considère souvent comme des malades psychiatriques. Et nous avons dans nos consultations des patients qui arrivent tardivement au diagnostic parce qu'il y a eu cette errance. Alors, sachez, et c'est intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant, si on ne connaît pas la cause, on connaît la cascade biologique. On ne connaît pas A, mais on connaît B qui déclenche C, qui déclenche D, qui déclenche E, qui déclenche F, etc., jusqu'aux symptômes. Eh bien, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que, regardez, voilà, on est en train de travailler sur chacune de ces étapes. On est en train d'empêcher que B devienne C ou que C devienne D. Donc, il est possible que de l'une de ces recherches vienne un produit qui va ralentir le processus pathologique. Et ce jour-là, quand on aura ralenti le processus pathologique, eh bien, ça sera le début d'une autre ère, parce qu'il faudra à ce moment-là donner ces médicaments à tous nos patients et bien sûr les diagnostiquer le plus tôt possible. Enfin, troisièmement, mieux comprendre. C'est la raison pour laquelle, avec l'IFRAD, il y a une banque tissulaire Alzheimer qui a été développée au niveau de la Salpêtrière. Et il y a un institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, l'I2MA, qui est en cours de construction, qui va être le grand centre de recherche clinique de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris et qui sera installé à Salpêtrière, qui va être adossé à l'ICM et qui sera le lieu où on va pouvoir faire cette recherche clinique autour du patient et grâce au patient et qui va nous permettre de trouver justement de nouveaux marqueurs diagnostiques, de nouveaux marqueurs thérapeutiques pour essayer de confirmer l'efficacité de ces médicaments qui sont en cours de développement. Au début, la maladie à une phase très précoce peut être simplement révélée par un déficit de mémoire, longtemps isolé, mais qui reste compatible avec l'autonomie du patient. Et puis, au fur et à mesure que la maladie évolue, ce déficit de mémoire, les troubles cognitifs vont s'accentuer, vont être plus importants et s'associer aussi quelquefois à des modifications comportementales. Et là va apparaître le handicap dans la vie quotidienne. Et c'est encore plus tard que ces troubles cognitifs multiples, sévères, vont s'associer à des troubles comportementaux et va vraiment s'installer une dépendance à ce stade qui, effectivement, fait de cette maladie, à cette phase-là, un fléau de santé publique. Eh bien, ces traitements symptomatiques dont je parlais tout à l'heure, ces anticholinésterasiques,
ils agissent, il y a une documentation qui permet de retenir leur action sur la cognition, retarder l'apparition des manifestations psychocomportementales et préserver l'autonomie de la vie quotidienne. Ces médicaments, encore une fois, dont on dispose aujourd'hui et maintenant depuis quelques années, donc 90 ans après l'identification de la maladie, ils ont un effet certes modeste, mais ils permettent de soigner les malades. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période où nous ne guérissons pas la maladie, mais nous soignons et nous essayons de soigner les malades. Alors il y a demain. On a commencé un peu à en parler. Demain, ce que nous espérons, ce sont des traitements qui vont viser à ralentir la progression de la maladie. Quand on reprend ce petit tableau, c'est très simplifié, mais l'évolution clinique de la maladie est associée à une diffusion des lésions cérébrales, des lésions histopathologiques. Donc il faut agir sur ces lésions si on veut agir sur le cours évolutif de la maladie. Après l'avoir essayé chez l'animal malade, car on dispose de modèles animaux de la maladie, eh bien, il y a plusieurs phases. Une phase où on s'assure que le médicament n'a pas d'effet secondaire chez les sujets sains. Puis après, phase 2 et 3, on passe à l'utilisation de ces médicaments chez les patients. On les teste chez les patients. Il y a actuellement de nombreux essais cliniques et par exemple, on compte au jour d'aujourd'hui, mais ça varie, ça change tous les jours, entre 25 et 30 essais pharmacologiques en cours dans la maladie d'Alzheimer. Et je dois dire que dans notre pays, notamment grâce à la mobilisation de ce qu'on appelle les CMRR, les Centres Mémoire Ressources et Recherche, on participe de plus en plus activement à ces essais qui permettront d'avancer. La solution ne viendra pas d'un médicament, mais probablement de plusieurs médicaments. Et probablement que dans 5, 10, 15 ans, nous espérons, nous pourrons avoir à notre disposition ce qu'on appelle des polythérapies ciblant différentes cibles thérapeutiques, en espérant qu'elles soient efficaces, encore une fois, sur la maladie, en tout cas qu'elles en ralentissent la progression de manière significative. Actuellement, nous rendons des diagnostics génétiques dans cette maladie dans les situations suivantes. Quand il y a des familles où il y a plus de maladies d'Alzheimer avec un âge de début inférieur à 65 ans, quand nous avons un patient seul, mais dont l'âge de début est inférieur à 50 ans, et bien sûr, nous faisons des diagnostics chez des personnes particulières qui sont des apparentés, des descendants directs ou des frères, des sœurs de malades, chez qui nous avons identifié cette mutation causale. Car là, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas d'un facteur de risque. Toute personne porteuse de cette mutation obligatoirement débutera la maladie à un âge jeune. Il n'y a pas d'échappatoire. Cette question est évidemment éthiquement extrêmement délicate et nous faisons des diagnostics chez une personne à risque qui va donc bien, mais qui va, connaissant son risque, demander à connaître son statut. Bien sûr, si nous avons la preuve de l'identification de la maladie chez un apparenté, cela requiert plusieurs consultations de conseil génétique. C'est au moins une période de préparation de l'ordre de 6 mois. Bien sûr, c'est la personne qui gère son propre destin, qui doit avoir un consentement éclairé avec toutes les informations nécessaires, qui va exprimer ses motivations et qui, bien sûr, toujours a le droit de ne pas savoir, de revenir sur sa volonté initiale, bien entendu.